bien avec mes propres mots, ce qu'on appelle paraphraser. Et on va voir autre chose à propos de rédaction d'un travail de recherche. Écrire et paraphraser. Alors, une fois que vous avez tout un bagage, maintenant je dois écrire, je dois rédiger. Le processus de rédaction d'un travail consiste à entremêler ses idées personnelles sur un sujet, okay? Et à s'approprier celles des spécialistes ou autres auteurs pour les paraphraser. Alors, d'abord, vous avez vos idées personnelles que vous allez, bien sûr, sur lesquelles il faut se baser, hein, et vous pouvez, bien sûr, s'approprier, hein, bien sûr, des idées des autres spécialistes qui travaillent sur le même domaine. À ce moment-là, je peux prendre les idées des autres et je peux prendre même un passage, un paragraphe d'un autre auteur, mais c'est de préférence, hein, de reformuler son paragraphe, ce qu'on appelle paraphraser. Alors, cette reformulation doit être bien faite pour éviter le plagiat. Okay? Je vais reformuler d'une façon à garder l'idée principale de l'auteur, parce que c'est son idée, hein, je ne vais pas modifier d'une telle façon à dire que c'est mon idée à moi, hein, et en même temps, ne pas oublier de citer la référence. Alors, les objectifs, identifier des ressources pour la rédaction. Quels sont les... bien sûr, là, c'est le premier point qu'il faut vérifier. Il faut avoir les ressources. Ah. C'est pour ça qu'on a commencé avec la partie 1, élaboration de la bibliographie. Okay? Recourir à des stratégies d'écriture. Il y a des stratégies d'écriture qu'on va voir tout de suite. Donc, on va les utiliser convenablement. Et respect des normes de présentation des citations modifiées. Si on modifie des citations, qu'est-ce qu'on va faire? Si on donne exactement la citation, automatiquement, il faut se rappeler de la notion des guillemets. Quand on trouve 2 guillemets, ça veut dire la citation n'a pas été reformulée. Hein, vous avez pris mot à mot la citation d'un autre auteur. Et juste après, hein, la fin de la citation, vous donnez la référence. Conseils généraux de rédaction. Il est recommandé d'établir un plan détaillé pour ordonner et structurer ses idées et ainsi faire progresser sa réflexion sur le sujet de façon chronologique, logique et cohérente. Alors ici, la cohérence est très très importante. Et comment assurer cette cohérence? En combinant 2 types de cohérence que vous avez vu en langue étrangère, c'est la cohérence implicite et la cohérence explicite. Et bien sûr, la logique et la chronologie. Chronologique, c'est par rapport, hein, aux dates, par rapport aux informations que vous avez tirées dans des documents, et chaque document, bien sûr, possède sa date. Un article, un livre, une monographie. Alors, vous allez voir comment, hein, comment dirais-je, organiser tout ça, tout en, bien sûr, en assurant la logique et la cohérence. Astuces de rédaction. Premièrement, il faut développer une idée par paragraphe. On vous a montré comment structurer un paragraphe. Toujours, vous pouvez revenir au cours de langue étrangère que vous avez fait première année. Structurer un paragraphe scientifique. Et on en a parlé sur l'idée principale. Et l'idée principale de chaque paragraphe doit être soutenue par des preuves, ce qu'on appelle des arguments. Comment utiliser ces arguments-là, qui vont bien sûr soutenir l'idée principale? Et l'idée principale elle-même, bien sûr, sera liée à l'énoncé de la thèse, qui est l'idée générale de votre texte scientifique. Alors, l'idée par paragraphe, vous pouvez bien sûr voir le cours de langue étrangère. Bon, ça remonte un petit peu à loin, mais vous pouvez trouver les cours. Si vous connaissez quelqu'un, bien sûr, qui est en première année, peut vous donner le PDF, parce qu'actuellement, on donne, bien sûr, on donne le cours via Google Meet avec des explications sur PowerPoint et on envoie les fichiers PDF de cours. Vous pouvez récupérer le cours si vous ne l'avez pas, bien sûr.
Faire des phrases courtes. Alors, utiliser des phrases courtes qui vont assurer une compréhension fluide. Okay? Parce que si vous utilisez une phrase complexe et vous n'avez pas bien assuré la transition, hein, la liaison entre ces phrases, bien sûr les phrases qui la constituent, à ce moment-là, peut-être il y a risque de perdre le sens. Elle ne va pas jouer son rôle, ce qu'on appelle le rôle sémantique. Okay? C'est pour ça, dans un texte scientifique, on a recours à utiliser des phrases très courtes avec sujet, verbe et complément. Okay. Éviter les phrases de forme impersonnelle, sauf dans des passages bien déterminés. On a vu le point en détail aussi dans le cours langue étrangère, où est-ce qu'on utilise les phrases impersonnelles, la forme impersonnelle. Il faut, il est important, il est à noter que. Alors, là où il y a le il, hein, invariable. Il qui ne peut pas porter le S. Okay? Alors, il faut les éviter, sauf dans, je vous dis, bien sûr, des passages bien déterminés dans votre travail de recherche. Privilégiez la phrase de forme active plutôt qu'à la forme passive. OK? Alors, ici, la forme active, elle est privilégiée par rapport à la forme passive. Vous connaissez la forme active et la forme passive. C'est la langue française, je ne vais pas tarder dessus. Cela donne du rythme et du dynamisme au texte, car on situe le lecteur dans l'action. Okay? Le lecteur qui va lire, bien sûr, votre travail de recherche, il est intéressé par votre travail. Ça veut dire tout ce que vous donnez comme information l'intéresse. Alors, il va se situer par rapport à ce que vous avez donné et ce qu'il va faire lui-même par rapport à ce, bien sûr, sujet. Prévoir un temps de recul avant la révision du texte. Alors, donnez toujours un temps avant de réviser votre texte. Ça veut dire quoi? Vous rédigez tout ce qui est important et à la fin, vous allez faire une révision du texte. Alors, un temps nécessaire pour rédiger, pour que vous puissiez faire, bien sûr, la révision de votre texte. Faire relire le texte par une connaissance. Alors, si vous connaissez, je vais dire ici, un expert du domaine, si vous connaissez une personne, on dit tiers personne par rapport à vous et à votre encadreur, hein, dans le cas où vous préparez, par exemple, soit un mémoire de fin d'études, c'est notre cas, ou bien si vous êtes dans la recherche, un mémoire, ou bien une thèse de doctorat, ou un article scientifique. Alors ici, un article scientifique, vous êtes un nombre, par exemple, d'auteurs, hein, vous êtes auteur principal avec des co-auteurs, ça peut être vous et un autre, alors ça nécessite une autre personne. Si c'est un groupe d'auteurs, ça nécessite toujours de consulter un expert, ce qu'on appelle une connaissance. Ça veut dire des gens qui ont des connaissances sur le domaine. Et vont relire et bien sûr faire une révision de votre texte. À ce moment-là, bien sûr, ils vont vous donner quelques conseils à propos de ce que vous avez rédigé comme texte. Comment paraphraser? Alors, paraphraser, c'est changer la rédaction d'un message sans en changer le sens. Alors, il faut toujours la valeur sémantique, hein, comment dire, il faut toujours garder la valeur sémantique de votre passage ou bien message ou bien paragraphe. Bien sûr, ce paragraphe-là, d'un autre auteur. On va paraphraser un paragraphe, un passage, un message d'un autre auteur sans changer le sens. C'est une idée, par exemple. Hein, je peux prendre l'idée et changer complètement le paragraphe. Je vais rédiger à ma façon, avec mon temps, et je garde l'idée. Et l'idée elle-même n'est pas la mienne. Et c'est une idée d'un autre auteur. À ce moment-là, je dois citer.
On va voir tout à l'heure, on va insister sur la citation et les références bibliographiques. OK? Alors, paraphraser, changer la rédaction, je vais rédiger à ma manière d'un passage, d'un paragraphe, d'un message, mais tout en gardant le sens. C'est ce qu'on appelle paraphraser. Pour paraphraser, il est donc important de bien comprendre le texte, c'est clair. Si vous n'avez pas bien compris les textes, ça veut dire qu'à un certain moment, vous pouvez changer carrément l'idée, vous pouvez changer le sens. Alors, il faut d'abord maîtriser ce qu'on appelle le texte original, le sens du texte original, et de recourir à des astuces de réécriture. Je vais réécrire à ma façon. La première méthode, il faut lire à plusieurs reprises le texte original, à paraphraser, pour s'assurer d'avoir une compréhension approfondie de celui-ci. Le réécrire de mémoire dans ses propres mots. De réécrire de mémoire, ça veut dire que vous allez réécrire à votre façon, en tant que personne, dans ses propres mots, avec bien sûr votre propre ton, style, façon d'écrire. Et vous allez donner vos propres mots. Les mots vont être équivalents aux mots originaux, okay? Pour ne pas perdre du sens. Deuxième méthode, qui vient renforcer la première, parce que je vais utiliser ici propres mots. Ça veut dire que je vais remplacer les mots. Alors, la deuxième méthode, bien sûr, renforce la première. Hein. Alors, on ne peut pas utiliser la première méthode sans maîtriser ce qu'on a donné, par exemple, dans la deuxième méthode. Remplacement des mots, ainsi de suite. Remplacer les mots par attends, je vais revenir en arrière. Réécriture de mémoire dans ses propres mots. Alors, je vais chercher des mots équivalents, peut-être des synonymes, des termes, bien sûr, synonymes, et je vais les utiliser. Ici, vous pouvez garder, alors la deuxième méthode, vous pouvez garder le mot qui est nom, ou bien verbe, et le remplacer par adjectif. Si c'est un verbe, je peux le remplacer par un nom, l'adjectif, adverbe. Si c'est un adjectif, je vais essayer de le remplacer par un nom, un verbe, adverbe et autres. L'essentiel, il y a, comment dirais-je, le mot de base existe. Vous gardez, bien sûr, le mot que vous avez trouvé dans ce paragraphe-là et vous allez juste le remplacer par, entre parenthèses, soit nom, adjectif, verbe. C'est à vous de voir ce que, bien sûr, vous pouvez utiliser tout en gardant le sens. Okay? Conserver le sens des propos de l'auteur, bien sûr, ne pas perdre le sens. Là, c'est très important. Choisir des synonymes, vérifier la signification à l'aide d'un dictionnaire. Ici, c'est mes propres mots. Alors, c'est la première méthode. Choisir des synonymes. Je vais remplacer carrément les mots par des synonymes. Avant, bien sûr, pour pouvoir pour pouvoir choisir des synonymes, il faut vérifier la signification des mots à l'aide d'un dictionnaire. Dans un dictionnaire, ça peut, bien sûr, un dictionnaire peut vous aider pour chercher les synonymes qui vous conviennent. Bien sûr, ici, vous faites attention aux mots, ce qu'on appelle les mots polysémiques et monosémiques. Parce qu'il y a des mots qu'on utilise dans un contexte, dans une phrase, et on obtient un sens différent. Ici, c'est à vous de voir comment choisir le bon synonyme. Modifier la structure des phrases. On peut modifier la structure tout en gardant le sens. Okay? Vous connaissez c'est quoi la structure? Structurez vos phrases quand vous voulez. L'essentiel, c'est de garder la cohérence. Hein. C'est de choisir des phrases qui seront liées à l'idée principale. Les phrases entre elles, il faut qu'elles soient bien sûr connectées entre elles, tout en jouant sur l'utilisation de ce qu'on appelle des mots liens. On va voir tout à l'heure. Réécrire les phrases en changeant l'ordre des mots via la structure. Ça veut dire
là, la relation doit être modifiée tout en utilisant ce qu'on appelle les marqueurs de la structure plutôt peut être modifiée en utilisant la relation entre les phrases, peut-être entre les mots dans une même phrase. Alors, vous avez recours, pardon, aux marqueurs de relation que vous avez vus en langue étrangère, en détail. Sous forme de tableau, on a donné plusieurs marqueurs de relation avec les rôles et l'explication et exemples. Vous pouvez revoir le cours. Changer les parties du discours. Ok, alors remplacer un nom par un verbe, c'est remplacer les mots, hein. C'est le premier mot, le point plutôt. Remplacer un nom par un verbe, un adjectif par un nom, un verbe par un nom, etc. L'ordre des mots dans la phrase on sera modifié. Vous modifiez l'ordre d'une façon à garder le sens. Effectuer tout autre changement jugé pertinent. C'est j'ai comment dirais-je, une phrase qui remplace la phrase originale et je vois que la phrase que je vais mettre, elle est plus pertinente que la première. N'oubliez pas de garder le sens pour ne pas sortir, bien sûr, hors sujet. Okay? Je vais la remplacer et je vais effectuer le changement parce que je vois que la phrase, la mienne, est plus pertinente. Okay? Comparer des fois, alors là je vais expliquer, des fois l'auteur ou bien sûr l'auteur qui rédige un travail à propos d'un sujet peut aboutir à des textes, à des paragraphes, des passages, toute une partie bien faite, bien étudiée, mieux que ce qu'elle a trouvé bien sûr dans un document d'un autre auteur, ce qui est exigé dans un travail de recherche, ce qu'on appelle innovation. Alors, je vais développer, l'aider, hein, un résultat peut-être d'un autre auteur, tout en utilisant, hein, bien sûr, mon style de rédaction et ce que j'ai trouvé comme résultat. Alors, vous allez trouver d'autres connaissances nouvelles. OK? Après, vous devez comparer à chaque fois que vous paraphrasez, vous devez comparer la paraphrase à l'extrait original et vérifier si vous n'avez pas perdu le sens, si vous n'avez pas modifié le sens. Parce que même si je paraphrase, je dois donner la référence. OK? S'assurer que la structure ou les mêmes mots n'ont pas été utilisés et que la paraphrase renferme les idées du texte original. Alors, l'idée originale, il ne faut pas la perdre, malgré que vous paraphrasez. Ça veut dire que vous allez reformuler avec votre façon, mais il faut garder le sens et l'idée originale. Bien sûr, l'idée du texte original de l'auteur X. Et le plus important, après avoir paraphrasé, c'est d'indiquer la source. Peu importe la méthode utilisée, méthode 1, méthode 2, toujours indiquer la référence du texte paraphrasé. Toujours. Vous allez paraphraser avec vos propres mots, vous allez changer la structure des phrases, mais le sens, hein, ne pas modifier le sens et vérifier l'idée, bien sûr, du texte original, s'il est toujours la même. Si vous modifiez, ça sera un autre passage propre à vous. Ce n'est plus paraphrasé, mais c'est votre paragraphe. OK? Alors, vous faites attention. Ici, si on garde le sens et l'idée du texte original, vous devez donner la référence de ce texte original. On peut ajouter un ou des mots, c'est clair. D'ailleurs, c'est l'utilisation, bien sûr, d'autres termes qui seront toujours en relation avec les termes origines. Alors, on effectue cet ajout pour donner des explications sur un terme. Je vais ajouter des mots pour donner des explications. Donner des renseignements supplémentaires par rapport à l'idée. Indiquer que certains mots de la citation ont été mis en évidence. Là,
Si je donne d'autres mots qui vont renforcer et expliquer un terme, ça veut dire ce qu'on appelle la mise en évidence hein, de ce que vous avez déjà trouvé. En conclusion, on peut dire que l'utilisation de stratégies d'écriture facilite l'élaboration d'un texte d'abord d'une façon efficace tout en assurant le respect des règles de l'intégrité académique. Parce qu'un document académique exige le respect de quelques règles de rédaction. Citer ces sources, là on va répéter ce qu'on a dit, je pense, à propos de la référence bibliographique. Alors, mentionner la source d'une information utilisée dans le travail en rédaction peut prendre différentes formes. Alors, il y a plusieurs manières de donner les sources, telles qu'on les a vues, l'élaboration de la bibliographie. Et on va revoir encore quelques principes généraux de la citation quand il s'agit de citer un passage, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la citation est l'action de citer, de rapporter les mots ou les phrases de quelqu'un. Je vais rapporter les phrases et les mots de quelqu'un. Les paroles, des passages empruntés à un auteur. Alors, ça veut dire que vous avez pris des passages d'un document d'un autre auteur ou à quelqu'un qui fait autorité. Alors, par exemple, ici, quelqu'un qui fait autorité, c'est l'auteur lui-même qui a rédigé le travail. Ça veut dire, il lui appartient, son travail lui appartient. C'est lui l'auteur. Pourquoi citer? C'est une définition, on n'a rien ajouté. Le petit Robert, vous allez trouver la définition de la citation. Okay? Pourquoi citer? Avant tout, pour éviter de se retrouver avec une sanction d'infraction. Ne pas citer, on a dit, c'est du plagiat. Ça veut dire que vous serez sanctionné automatiquement dans votre établissement. Et vous ne pourrez jamais faire de la recherche. Vous n'allez pas faire de la recherche n'importe où parce que votre nom sera dans la liste rouge. Okay? L'infraction académique. Allant de la mise en probation à l'expulsion. Alors, vous voyez, probation, c'est le temps de ce qu'on appelle noviciat. Là, le temps état des novices. Quand on dit novice, c'est quelqu'un qui peut expérimenter. OK? Il peut expérimenter quelque chose comme ça. Qui peut exercer. OK? Mise en probation à l'expulsion. Et de voir une mention permanente au dossier universitaire. Alors, c'était les sources très très importantes pour ne pas être sanctionné. Mais aussi pour respecter le droit d'auteur. On doit respecter le droit d'auteur. Un auteur qui nous a donné un passage, un paragraphe, un résultat, une idée, la moindre des choses, c'est de respecter le droit de cet auteur tout en citant son nom. Donner la crédibilité au travail. Vous voyez là, on a vu l'analyse d'information et exactement la crédibilité, qui est la fiabilité et la crédibilité juste après. La crédibilité, ça veut dire, si vous avez donné des informations dans votre document pour vérifier la fiabilité ou bien pour analyser l'information d'une manière générale, je vais vérifier la crédibilité. Ça veut dire, je dois trouver les sources. Je dois trouver l'auteur avec son nom et le titre de son document pour que je puisse vérifier ce que vous venez de donner, hein, ce que vous me donnez comme information. Alors, si vous n'avez pas cité, je ne peux pas vérifier la crédibilité de l'information bien du travail. À ce moment-là, je ne donne aucune crédibilité à votre travail. Démontrer une rigueur scientifique. Quelqu'un qui ne fait pas du plagiat, qui ne vole pas, ça veut dire il travaille avec une conscience scientifique, de recherche scientifique, ce qu'on appelle conscience de recherche scientifique. La rigueur scientifique. Alors, c'est le respect, c'est le sérieux. Et éviter du plagiat. Permettre au lecteur de remonter à la source. Automatiquement,
Ça va renforcer la crédibilité du travail. Pour donner la crédibilité au travail, on doit remonter à la source. Je vais vérifier toutes les sources et je vérifie la crédibilité de l'information qui a été donnée pour que je puisse donner la crédibilité à votre bien pour votre document. Pardon. Quand est-ce qu'on va citer? Quand citer? La source doit être citée dès qu'une idée ou un résultat de recherche dont nous ne sommes pas l'auteur influence directement le contenu de notre travail. Ça veut dire quand un résultat, une idée nous intéresse dans notre travail, alors il est intéressant pour notre travail de recherche. Je vais prendre ce résultat, je vais prendre cette idée, mais je dois citer. Citer. La paraphrase ainsi que les citations mot à mot. Si vous paraphrasez, on a dit, ça veut dire quoi paraphraser? C'est reformuler un paragraphe qui développe une idée d'un autre auteur à votre façon, mais l'idée n'est pas la vôtre. Alors, vous devez citer. Citer, si vous prenez une citation mot à mot, entre guillemets, en général. Citation, alors, vous n'avez pas paraphrasé, vous n'avez pas reformulé, mais vous avez pris la citation mot à mot. Vous devez, juste après, citer. Peu importe que le support de la citation soit en papier ou en numérique, en ligne, hein, vous allez donner la référence telle qu'on l'a vue. Pour un document, comment faire? Est-ce que le document est, par exemple, un article, monographie ou autre? Si c'est, par exemple, une idée ou bien un paragraphe que vous avez tiré dans un support sous forme numérique, que vous trouvez dans un site web, par exemple, ou bien sûr un site web, vous allez citer aussi le site web. Alors, question de citation, c'est les références bibliographiques qu'on a vu, la partie élaboration de la référence bibliographique que vous avez vu encore une fois, TCE, les références bibliographiques. Ne pas citer l'idée ou le fait qui est de notoriété publique, connue d'une grande majorité. Alors, c'est une information que tout connaissent. Toutes les personnes du domaine connaissent. Je vais dans un document A, je trouve l'information. Document B et bien sûr, sans référence. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la notoriété publique. C'est une information standard qui a été trouvée par un auteur, ça fait je ne sais pas combien de temps. Alors, c'est une réalité, c'est une vérité qu'on appelle énoncé, vérité énoncée. OK? On vous a donné ici l'exemple, dans les conditions normales, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Bon, c'est bien sûr une information de notoriété publique. Il n'y a pas une personne bien sûr, qui ne connaît pas cette information, malgré qu'elle a été prouvée par un chercheur combien d'années. Au fur et à mesure, on donne cette information comme notion de base. Et c'est devenu une notion de base. N'importe quel document, vous pouvez trouver cette information, ce qu'on appelle notoriété publique. Alors, c'est une information d'une célébrité, connaissance générale. C'est une connaissance générale, publique. OK? Là, on ne va pas citer. Okay. Des fois, des définitions, par exemple. Vous trouvez des définitions dans différents ouvrages. C'est la même définition qui revient. Alors, c'est l'information générale, publique, que vous pouvez donner sans citer. Comment citer? Règle générale. D'ailleurs, on va revoir un petit peu ce qu'on a vu, l'élaboration des références bibliographiques. Dans un travail de recherche, il faut indiquer la source des citations à deux endroits. On a dit dans le corps de texte et dans la page référence bibliographique. Dans le texte, c'était de façon abrégée. Alors, je vais passer rapidement. Pourquoi? On a vu les différents styles, bien sûr, de référence bibliographique. Abrégé, soit
entre parenthèses, entrecroché par un numéro, ou bien comme indice, hein, un numéro, ou bien une autre méthode, l'auteur date, mais sans donner le détail. Par contre, le détail sera donné dans les références bibliographiques à la fin du texte. On a dit la référence bibliographique qui doit être après la conclusion générale et avant les annexes. Alors, on a les deux endroits où vous pouvez trouver les références. Dans le texte, d'une façon abrégée, et à la fin du texte, dans les références bibliographiques, où seront citées de façon complète toutes, bien sûr, les sources. De façon complète, ça veut dire que vous allez donner tous les éléments. L'auteur, le titre, est-ce que c'est une revue ou bien thèse ou bien livre ou autre, nombre de pages, donnez le nom de la revue, si c'est la revue, donnez l'édition, nombre de pages, la date, telle qu'on les a vues, l'élaboration de la bibliographie. La paraphrase est lorsque l'idée d'un auteur est rapportée, bien sûr, dans nos propres mots, ça veut dire la source doit obligatoirement être mentionnée. On a cité la source pour une paraphrase. Hein. De façon abrégée au début ou à la fin de la phrase. On va dire selon l'auteur X, vous allez donner la paraphrase, ou bien vous allez donner la paraphrase, ou bien vous allez donner l'auteur peut-être et l'année. Okay? Et si vous vous dites selon l'auteur et vous allez donner la paraphrase, juste après aussi entre parenthèses l'année, plutôt l'auteur et l'année, d'une façon abrégée, le texte. Mais on va mettre cette référence complète dans la page référence bibliographique. Exemple, avec une paraphrase, méthode, auteur, date. Alors, vous avez une paraphrase, juste à la fin, vous mettez, bien sûr, auteur, date, c'est-à-dire la méthode. Une paraphrase, la méthode numérotée, une paraphrase, la méthode classique qui est l'indice. La méthode classique. Au début, c'est pas des années combien, la référence était comme indice. Et juste en bas, on trouve l'indice, la référence, alors, en bas de page. OK? Après, bien sûr, l'évolution de la méthode bien sûr, d'élaborer des références bibliographiques et de présenter des références bibliographiques, il y avait les méthodes à hauteur date et entre cochers, entre parenthèses, et on trouvera le détail dans une autre page qui sera loin, hein, pas comme la méthode classique en bas de page. Et c'est une bien page ou bien plusieurs pages de référence bibliographique qu'on trouve à la fin du document. Texte cité mot à mot, c'est la citation. Alors, dans le cas d'une citation copiée mot à mot, la mise en forme doit tenir compte de la longueur de l'extrait. Des fois, la citation peut être courte, comme elle peut être longue. On va voir. Citation courte, moins de 3 lignées. La placer à l'intérieur du texte entre les guillemets. Toujours, une citation doit être entre des guillemets. La faire suivre de la mention de la source, sans oublier, bien sûr, de rajouter la source dans la page des références bibliographiques, ce qu'on appelle la bibliographie. Exemple, méthode auteur-date ou bien méthode numérotée. Il y a exemple de citation. Vous donnez la citation, entre parenthèses juste après, à la fin, l'auteur et la date. Et des fois, on donne la page concernée. Alors, dans quelle page exactement vous avez pris la citation? Sinon, la deuxième méthode, c'est un numéro entre crochets ou bien entre parenthèses. Et à ce moment-là, la référence complète doit être figurée dans les pages, plutôt dans la bibliographie ou bien ce qu'on appelle les références bibliographiques. Si vous avez citation longue, 3 lignes et plus, hein, ici, c'est la méthode classique. Alors, la présenter en retrait avec des marges, déjà. Retrait avec des marges de 1 cm de part et d'autres par rapport au texte principal. Au lieu d'utiliser des guillemets, on va effectuer le retrait de part et d'autre. 1 cm maintenant, 1 cm maintenant par rapport, 1 cm de deux côtés par rapport à la marge, bien sûr, de votre document. Okay? La séparer du texte principal par un double interligne.
vous avez un texte, à un certain moment, vous donnez de la citation longue, double interligne. OK? Et après double interligne, marge d'1 centimètre. Et à la fin, vous terminez toujours avec la marge d'1 centimètre. Alors, sur Word ou bien sur LaTeX ou autre, vous pouvez bien sûr effectuer le réglage, soi-disant, c'est la mise en forme. Utilisez l'interligne simple pour l'extrait, cité mot à mot. Vous voyez? Et la faire suivre de la mention de la source. Toujours la faire suivre de la mention de la source. Et bien sûr, la source, vous devez la donner dans la bibliographie. Évitez le plagiat. La loi sur le droit d'auteur délimite le contexte de protection de celle-ci. Cette loi s'applique à plusieurs types de documents. On appelle droit d'auteur. Un livre, l'article de revue scientifique, page web, des images, des figures, des courbes. Donc, quand il s'agit d'une courbe qui a été donnée par un auteur X, alors cet auteur, bien sûr, a le droit d'être cité. C'est le droit d'auteur. La loi autorise, entre autres, les étudiants à une utilisation partielle de l'œuvre pour des fins personnelles d'études et de recherche. Ici, on sous-entend surtout si vous utilisez des définitions, les notions de base dans un livre d'un autre auteur, on peut considérer ce que vous avez pris comme une information publique. Okay? Une information publique. À ce moment-là, vous pouvez ne pas citer, sauf dans le cadre, bien sûr, d'études et les étudiants, par exemple, mémoire de fin d'études. Mais si vous êtes dans la recherche scientifique, vous êtes un chercheur, alors vous pouvez être un concurrent de cet auteur. Ici, l'auteur doit être cité obligatoirement si vous avez pris, bien sûr, un passage ou bien un paragraphe de son document. Au cours d'un travail de recherche, il importe de respecter certains. Alors, il est nécessaire de respecter certains principes pour utiliser l'information colligée de façon juste et honnête et ainsi éviter de faire le plagiat ou bien du plagiat. On a toujours, dans un travail de recherche, il est nécessaire de donner les citations, bien des références bibliographiques de tous les documents où vous avez bien sûr tiré des informations que vous avez utilisées dans votre travail. Pour éviter le plagiat, il faut toujours mentionner la source. Alors, on a dit, qui dit plagiat, dit source absente. On peut considérer un tel ou tel document comme du plagiat s'il ne possède aucune source. OK? Et ce n'est pas possible pour un travail de recherche. On ne peut pas, bien sûr, réaliser un travail de recherche sans s'appuyer, bien sans utiliser d'autres travaux antérieurs, quelques définitions, bon, on va dire, notions de base, ce n'est pas nécessaire, mais des idées des autres, comparées avec des résultats des autres, pour donner ce qu'on appelle la crédibilité à votre document. Ces sources-là sont absentes, ça veut dire que votre document doit être vérifié par un logiciel de plagiat, automatiquement. OK? C'est pas comme un roman, hein, là, c'est autre chose. C'est un document scientifique. On doit comparer, on doit utiliser ce qu'on appelle les idées des autres à propos d'un sujet. Alors, vous devez donner des sources. On vous dit, pour éviter le plagiat, il faut toujours mentionner la source d'où provient l'information utilisée et, dans certains cas, obtenir une autorisation. Des fois, même, d'ailleurs, on trouve des articles pertinents et importants pour nous, mais on ne peut pas accéder. On doit le demander. Ça veut dire qu'on doit demander l'autorisation d'utiliser ce document-là.
Je vous donne exemple, des fois on trouve des documents sur SearchGate. Alors, on vous donne l'aperçu, des fois on vous donne le titre et les mots-clés, vous jugez que le document est important, je dois le commander, je dois le demander, bien sûr, et à ce moment-là, vous allez envoyer, soi-disant, un petit message pour autorisation, bien pour vous autoriser à accéder à cet article. Soit on vous donne l'accès, soit on vous l'envoie directement par mail. Le travail académique doit être essentiellement composé d'une analyse personnelle et ne doit en aucun cas être un collage de citations et de paraphrases. Ça ne sert à rien de donner les citations, les paraphrases, même si je donne les sources et je ne trouve pas ma touche personnelle, mon analyse personnelle, et je ne trouve pas mon résultat original à moi. Alors, c'est un plus. Il faut toujours arriver à aboutir à des connaissances nouvelles par rapport à des connaissances que vous avez déjà acquises ou bien par rapport aux informations que vous avez déjà utilisées. OK? Alors, ça ne sert à rien de donner un travail là où vous faites des collages de citations et de paraphrases, même si vous citez. Mais vous ne donnez pas de plus. Alors, on ne peut pas le considérer comme un travail de recherche. OK? Sur ce, s'achève le chapitre le chapitre 6 avec ses grandes parties. D'ailleurs, on a 60 pages. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je ne vais pas dire qu'on va entamer le chapitre 6. C'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre, je pense, sera beaucoup plus simple et agréable. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer, bien, vous allez voir, pardon, comment maintenant organiser votre travail de recherche s'il s'agit par exemple d'un travail d'un mémoire. Alors, quel est le plan type qu'on va prendre, bien sûr lequel on doit se baser pour préparer notre mémoire de fin d'études. Et on terminera par quelques notions à propos de la soutenance. Je l'ai dit au départ, soutenance et mémoire, c'est deux notions qui ont été traitées en langue étrangère, semestre 2, pardon. Okay? Alors, vous n'avez qu'à chercher ces deux cours. Ce qu'on va faire en master 2, la recherche documentaire, c'est un complément, un petit rappel et complément. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Si vous avez des questions et des remarques, vous pouvez bien sûr les donner et vous avez le droit de prendre la parole. D'abord, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez assimilé ou bien compris le cours? Au moins, on va dire 50%. Et malheureusement, vous n'êtes que 10 présents. Là, vraiment, c'est... Vous êtes là en moins. J'espère que vous êtes là. Le délégué. Oui, madame, c'est clair. Voyez, si vous avez maintenant des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il nous reste encore une séance. Est-ce que vous avez reçu tous les chapitres? Je pense que je vous ai envoyé tous les chapitres, il me semble, jusqu'à la fin. Oui ou non? Quelqu'un qui n'a pas reçu, s'il vous plaît, les chapitres. Vous avez reçu tous les chapitres, c'est bon? Pour moi, j'ai réussi, madame. Merci. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si vous répondez par un silence, ça veut dire c'est bon. OK? Pour moi, c'est bon. J'ai envoyé au moins pour quelques étudiants qui peuvent eux-mêmes transmettre pour les autres. Maintenant, le délégué, la m'a sollicité pour
les chapitres ou non. Hein. Délégué, je sais qu'il m'a appelé à propos du CP. À propos, est-ce que vous avez vu le CP? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir? Parce que je l'ai envoyé pour le délégué, je lui ai demandé de le faire passer et on l'a fait la dernière fois parce que les étudiants qui ont été présents, il n'y a pas de problème. Je vois quelques noms qui reviennent ici. Il y avait pas mal de présents la dernière fois. Il y avait Mademoiselle Bakir, Touet, Radia, j'ai Mounir Amour, Nasreddin, je ne sais pas c'est qui, Nasreddin, Tanik, Mademoiselle Mohamed El Hadj, apparemment aujourd'hui elle est absente. Riel Louaidia, très bien. C'est les mêmes étudiants, je pense. Ouf, Hezbellaoui. J'ai pris toute une liste la dernière fois. Pour vous, je pense que tout va bien. Juste, vous me confirmez si vous avez reçu les chapitres. Monsieur Raouf Hezbellaoui. Il était là avant même que j'ouvre la session, mais je pense qu'il était là juste par son ordinateur, bien téléphone. Hein. Physiquement, je ne vois pas. Monsieur Raouf Hezbellaoui. Madame, on est là, juste j'ai un bruit énorme. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben, vous étiez parmi les premiers de toute façon. Est-ce que vous avez reçu les chapitres? Ce qui est très important, c'est de recevoir tous les chapitres pour pouvoir faire une révision. C'est bon pour tout le monde, je pense. Oui, madame, normalement, très bien. Vous vérifiez. Maintenant, si vous ne trouvez pas tous les chapitres ou bien si vous manque un chapitre ou deux, n'hésitez pas à m'envoyer un mail de rappel et je serai à votre disposition. Dès que je reçois, j'essaie de répondre sur place parce que les cours sont prêts, bien sûr. OK? Alors, la meilleure méthode de poser des questions, c'est de revoir le cours d'abord. Après, le CP, on n'a pas discuté sur le motif d'examen, est-ce que Google Forms ou bien travail à rendre. Alors, la dernière séance, Inch'Allah, on aura l'occasion de discuter à propos de ça. Bien sûr, après avoir, il faut que je fasse d'abord une petite séance avec ma collègue, Madame Hassini, qui assure la même matière avec les VOA et les structures. Okay? Sur ce, s'achève la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et la prochaine séance, d'ici là, تهلاو في رواحتكم et salam alaikum. Merci, madame. Bonne journée. Moi de vous remercier. Merci également.